Sur le moment, j'ai pas vraiment compris, j'ai agi d'instinct en fait. Le soir des émeutes, j'ai chassé les émeutiers de chez moi. Un groupe de personnes cagoulées qui enfoncent votre porte et qui rentrent chez vous, il y en a quand même un qui a dit on va niquer cet enculé. Ça augurait pas bien. Avec cette épée de 6 kilos, il vise d'abord l'homme qui a pris place sur le siège conducteur. J'allais lui mettre un grand coup sur la tête, j'ai freiné mon bras en me disant mince, je vais le tuer. Donc là, j'ai vu 200 000 vues le soir même. Ah bon, le lendemain matin, 1,2 million, je fais oula. Donc là, j'ai demandé à mes fils ce que ça voulait dire Tchad, Giga Tchad, Goat. Pour une fois, les Français étaient d'accord sur quelque chose. Bah, d'habitude, tu protèges les racailles, il a tapé sur tes cousins, ça te gêne pas. Et le gars de dire non, non, au contraire, moi, un gars qui défend sa femme et ses enfants chez lui, c'est normal. Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera. J'ai répondu bah oui, connard, t'es chez moi. Donc je suis Cyril Gallino, je suis chef d'entreprise, je fais un petit buzz médiatique après un passage d'envoyé spécial parce que pendant les émeutes du 29 juin 2023 à Montargis, des émeutiers ont pénétré chez moi et que je les ai repoussés à coups d'épée. Je suis en bidex, ce qui est pratique. C'était un jeudi soir et nous sommes en centre-ville, donc à côté il y a les jeudis de la pêcherie, ce sont des petits concerts qui se terminent à minuit. Et donc souvent jeudi soir à minuit, après le concert, les gens ont un peu bu dans les bars, c'est un peu bruyant. Donc à minuit, quand j'ai entendu du bruit dans la rue, je me suis pas inquiété. Puis j'ai entendu des coups sourds qui venaient de la maison, des vibrations, où j'étais couché, donc bizarre. Donc on a une antichambre qui donne sur la rue, je suis allé voir et j'ai vu plusieurs dizaines de personnes massées devant ma maison avec des fumigènes rouges et un petit groupe en train d'enfoncer ma porte, de portir mon portail. J'ai vite réveillé ma femme en lui disant d'appeler la police, j'ai mis un caleçon quand même. Puis j'ai attrapé ce que j'avais sous la main, c'était une vieille épée de tournoi. Et là, alors j'ai reconstitué un peu les faits, je pense qu'ils avaient commencé à rentrer dans la maison et que l'un d'entre eux a dû voir un grand barbu en caleçon avec une grande lame à la main qui descendait. Donc ils sont partis se cacher dans ma voiture. En descendant, en arrivant sous le porche, j'ai bien vu qu'ils avaient fouillé et qu'ils étaient bien rentrés, mais je ne les voyais pas. C'est en m'approchant de la voiture que j'ai repéré celui que je pense maintenant devait être leur chef, qui était assis au volant, et comme les fenêtres étaient ouvertes, j'ai mis tout de suite un coup d'épée, puis un deuxième. Il a essayé de s'enfuir avec la voiture. Ils se sont encastrés dans le portail. J'ai continué à mettre des coups. J'ai rattrapé la voiture. J'ai mis des coups d'épée par la fenêtre. Ils sont sortis de l'autre côté. J'ai fait le tour. Et ils étaient en panique. Donc j'en ai profité pour continuer à les taper pour maintenir la panique. Ils se sont enfuis. Et puis nous avons monté la garde jusqu'à 4h30 du matin avec mes fils et un de mes neveux avec des épées, parce qu'on avait que ça. Alors, la police est arrivée 3 heures après, comme ils me l'avaient annoncé, parce qu'ils étaient bloqués à Orléans. Ils ne sont même pas descendus de leur voiture, ils m'ont dit on est débordés, donc venez demain déposer plainte. Le lendemain matin, je suis passé très rapidement au commissariat, je suis passé en premier parce que comme j'en ai vraisemblablement blessé quelques-uns, le procureur avait besoin de faire une réquisition auprès de l'hôpital pour voir si d'aventure il s'était fait soigner à l'hôpital. Ce qui n'a pas été le cas. Donc la police scientifique est venue dans l'après-midi prendre l'ADN, parce que pour s'enfuir, ils étaient obligés de monter sur le capot de la voiture et de poser la main dessus. Je ne sais pas où en est l'enquête. Il y a une quinzaine d'émeutiers qui ont été jugés à Montargis, mais pas les miens. Sur le moment, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas réfléchi non plus. Je me suis repassé le film après. J'ai agi d'instinct en fait. Il y avait ma femme, il y avait mes fils. Je savais pas ce que ces gars voulaient. Il y a un groupe de personnes cagoulées qui enfoncent votre porte et qui rentrent chez vous. Il y en a quand même un qui a dit on va le niquer cet enculé. Ça augurait pas bien. À un moment donné, il y en a un qui sortait de la voiture et j'allais lui mettre un grand coup sur la tête. Donc là, je me souviens que j'ai freiné mon bras en me disant mince, je vais le tuer. Heureusement, il a eu la bonne idée de mettre son bras entre nous pour se protéger du coup. Donc je suis allé de bon cœur, puisque là, c'est le bras qui a pris. Mais c'est un des rares moments où je me souviens avoir réfléchi. Sinon, tout était en mode automatique. On n'a pas le temps de réfléchir, de se poser des questions, le pourquoi et le comment. Ce qui était certain, c'est qu'ils étaient entrés de force chez moi. J'avais ma femme et mes fils qui étaient à protéger. J'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui se l'est pris dans les hanches. Le deuxième sur la tête, sur le bras. Ils se poussaient les uns les autres, c'était la débandade. Clément Le Goff, le journaliste de France 2, m'a prévenu le matin que ça passerait le soir, parce que je ne regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Et donc j'ai regardé sur Internet, et puis là j'ai commencé à recevoir plein de messages, des gens qui m'ont fait suivre la séquence. J'ai découvert Twitter, parce que je suis génération X, moi, donc par Facebook, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Donc là j'ai vu 200 000 vues le soir même. Ah bon, le lendemain matin, 1,2 million, je fais oula. J'ai découvert TikTok, Reddit, plein de choses, plein de réseaux. Donc là j'ai demandé à mes fils ce que ça voulait dire Tchad, Giga Tchad, Goat. J'ai découvert plein de mots. Dans un premier temps, j'étais un peu gêné, parce qu'en général, j'aime bien agir, j'aime bien faire des choses, mais je ne me mets pas en lumière. Donc là, il y a comme une exposition. Bon, j'ai fait avec. J'ai quand même appelé une amie qui est spécialisée là-dedans en lui disant qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit surtout tu ne fais rien, tu ne réponds à rien, tu dis rien, tu laisses passer, juste tu surveilles les commentaires et tu signales s'il y a des commentaires malveillants ou agressifs. Et en fait, c'est une très bonne chose, ça m'a beaucoup plu, parce que j'ai réalisé que tous les commentaires étaient positifs. Tout le monde avait l'air de trouver normal, qu'il soit de gauche ou de droite, qu'un père de famille protège sa femme et ses enfants.
plus à coup d'épée. Pour une fois, les Français étaient d'accord sur quelque chose. En général, quel que soit le sujet, il y a les pour, il y a les contre, les arguments de plus en plus débiles au fur et à mesure des débats. Et là, non, tout le monde était d'accord. J'ai même vu des gens, a priori, plutôt très à gauche, dire « Ah, super ce qu'il a fait ». D'autres lui répondent bah, « D'habitude, tu protèges les racailles, il a tapé sur tes cousins, ça te gêne pas ». Et le gars de dire « Non, non, au contraire, moi, un gars qui défend sa femme et ses enfants chez lui, c'est normal, j'ai rien contre ça ». Donc voilà, ça m'a plu, je me suis dit, au moins c'est bien. C'est pour ça que j'ai pas vu non plus que ce soit politisé. Si on peut mettre tout le monde d'accord sur un sujet, c'est quand même une chose suffisamment rare, hein, suffisamment précieuse. Alors oui, des gens dans la rue, bah encore hier soir, j'avais une réunion d'un syndicat d'employeurs, des gens sont venus me voir, ah, bravo, super ce que vous avez fait, merci pour votre témoignage. Parfois c'est amusant, oh monsieur, je vous ai vu, c'est un vrai bonhomme. Hein. Non, c'est plutôt bienveillant, plutôt sympathique. J'ai vu une personne dire « Ah, mais les pauvres gamins, il aurait pu en blesser un gravement, tout ça pour une voiture. » Alors déjà, on ne sait pas si c'était pour la voiture ou pour autre chose. Ensuite, s'ils rentrent, c'est leur risque et péril. Hein, je n'ai pas pleuré. Et là, surtout, tout de suite, elle s'est fait shooter par les autres utilisateurs qui ont dit « Non, mais c'est n'importe quoi. » Enfin, il n'allait pas les inviter à prendre le thé en attendant que la police arrive. Montargis, c'est une petite ville charmante. Ça fait partie des 100 plus beaux détours de France. C'est la Venise du Gâtinais. C'est très joli, c'est très mignon, c'est très calme. En 23 ans, je n'y ai pas vu une seule incivilité. Là, il y a eu un choc. Il y a clairement eu un choc parce que les gens ne s'y attendaient pas du tout. Effectivement, on a peu de policiers, mais c'est normal puisqu'il s'y passe rien. Bon, il y a toujours quelques éternels petits trafics de drogue dans les quartiers un peu chauds, mais ça, je crois que c'est un peu partout. On a une bonne partie de la population qui travaille sur Paris. Hein. On a tendance à se transformer doucement en cité dortoir de gens qui ne peuvent pas se loger, surtout des familles qui viennent s'installer à Montargis parce que l'immobilier vaut rien du tout. Officiellement, et le procureur nous l'a rappelé à la rentrée solennelle qui a eu lieu lundi, c'était des jeunes du coin. C'est pas exactement les infos que j'ai eues, moi, par les réseaux que j'ai localement. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes du coin, ils étaient très majoritaires, évidemment. Mais plusieurs indices concordants semblent indiquer qu'il y avait quand même un petit groupe d'organisateurs qui, eux, n'étaient pas de Montargis, qui venaient a priori du 9-3. Probablement ceux qui étaient chez moi, qui avaient tous la même tenue, les mêmes cagoules, une organisation quasi militaire, qui ont commencé par bloquer les axes de la ville en retournant des voitures sur la chaussée en y mettant le feu, par attaquer le commissariat pour paralyser la police, parce que le préfet leur a donné pour instruction de défendre le commissariat. A priori, il s'était fait piller celui d'Orléans, il ne voulait pas qu'il se fasse piller celui de Montargis, donc tout ça a été très normal. Et là, ils ont eu quartier libre, hein. La ville était à eux. Donc ils nous ont fait le parcours des manifs de la CGT, hein. C'est un parcours assez classique dans le centre-ville, en cassant tout ce qu'il y avait sur leur parcours. Il y a plusieurs indices qui indiquent qu'il y a quand même un groupe structuré qui menait l'opération. Mais ceux-là n'ont pas été arrêtés et officiellement, d'après le procureur, les 15 qui ont été arrêtés et jugés étaient tous des garçons du coin. Tous le même profil, 19-22 ans, vivent chez maman, ils ne travaillent pas, ils ont un casier judiciaire déjà assez chargé, des rixes, des conduites sans permis, enfin la petite délinquance qu'on peut avoir un peu partout. Maintenant, on n'a toujours pas attrapé ceux qui sont venus chez moi. Peut-être que le profil est un petit peu différent et peut-être un peu plus politisé. La phrase « on va le niquer cet enculé » que j'ai clairement entendue indique qu'il n'était pas chez moi par hasard. Et bizarrement, dans toutes les villes où les émeutes ont attaqué un particulier et une maison privée, les personnes attaquées avaient toutes à peu près le même profil, politiquement s'entendent. On n'était pas sur des gens proches de LFI, voilà, pour dire les choses clairement. Donc j'ai pas d'explication pour l'instant, hein, j'attends que la justice fasse son travail. On finira par savoir un jour, de toute façon, on finit toujours par savoir ce qui s'est passé, à peu près. Je suis assez choqué de voir nos concitoyens qui attendent de la sécurité sociale qu'elle gère leur santé, de l'éducation nationale qu'elle gère l'instruction de leurs enfants, de l'administration qu'elle les autorise à faire ceci, à faire cela, et de la police qu'elle les protège. Oui, l'État a des services à nous fournir, on l'organise pour ça et on paye des impôts pour ça, mais les premiers acteurs de nos vies, c'est nous-mêmes. Ça me surprend toujours quand je vois nos concitoyens qui attendent le doigt sur la couture, qu'on les autorise à vivre leur vie. Bon, on l'a encore vu pendant la crise du Covid, où les gens attendaient les instructions, et quand il s'agit de choses fondamentales comme notre propre vie ou celle des membres de notre famille, on ne va pas attendre que l'État agisse ou intervienne. Les policiers n'ont pas le pouvoir de se téléporter instantanément, donc il faut bien qu'on agisse. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que face à des gens qui sont manifestement hors la loi, qui ne jouent pas le jeu social, je ne vais pas dire que tous les coups sont permis, mais il n'y a pas de pincette à prendre. Enfin, à partir du moment où ils décident de jouer hors des règles, tant pis pour eux. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le procureur dès le lendemain matin. Je lui ai demandé si je risquais des ennuis.
Il m'a dit non, à partir du moment où c'est un lieu d'habitation de nuit avec une intrusion de force, la légitime défense se présume, donc vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disposition pour vous protéger et protéger les vôtres. Je ne m'attendais pas du tout à la question du vous êtes fait justice vous-même, qui pour moi était lunaire, parce qu'effectivement, l'idée n'était absolument pas de se faire justice ou de se venger. La seule préoccupation sur le moment, c'est protéger ma famille. Voilà, fin de l'histoire. Et je l'assume complètement, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la pleureuse en me disant les pauvres chéris, j'aurais pu les blesser. Oui, j'aurais pu les blesser, mais c'était leur problème. Je les ai pas invités, je les ai pas autorisés à défoncer ma porte, je les ai pas autorisés à venir chez moi de nuit. Ils ont fait un choix, ils l'assument. Et si j'ai le choix entre subir ce qu'ils ont fait ou le leur faire subir à eux, c'est à eux que je le ferai subir. Non seulement j'ai aucun état d'âme là-dessus, mais je suis même surpris que les Français puissent se poser la question. Il n'y a pas de question à se poser dans ce cas-là. Leur chef, qui est sorti le dernier, est monté sur le capot en me disant « Ouais, fils de pute, on sait où t'es, on te retrouvera ». J'ai répondu « Bah oui, connard, t'es chez moi ». C'est quand j'ai vu l'émission que j'ai compris un peu mieux la psychologie. On avait comme affaire à des abrutis, à des gens qui n'ont pas de repères, qui savent pas comment vivre, qui se sentaient tout puissants ce soir-là, parce que justement, il n'y a plus de police. Il y en a un qui le dit, ce soir-là, c'était nous les Condés, alors, on faisait ce qu'on voulait. On est dans un comportement très infantile quand même, on veut faire n'importe quoi, des gamins qui cassent tout, et d'un coup, ils retrouvent une autorité, ils retrouvent un modèle paternel, entre guillemets, qui d'un coup leur réimpose une autorité. Ça a dû leur faire une grosse douche froide, et que c'était plus pour sauver la face. Donc le gars a dû me balancer ce qui lui passait par la bouche, et comme il n'était pas très futé, il m'a dit fils de pute, on sait où t'es, on va te retrouver. J'ai bugué, je l'avoue, j'ai bugué au moins une bonne seconde, à me dire mais pourquoi il me dit ça, il est déjà chez moi. Complètement débile. Le garçon était abruti en fait. Il voulait juste essayer de sauver la face parce que ça devait être le chef et que devant ses petits camarades, alors jusque-là ils avaient mené victorieusement à tout un tas de dégradations et là d'un coup, pouf, ça s'est arrêté, il se prenait des coups. Je pense que c'était une manière pour lui d'essayer de rétablir par rapport à ses petits camarades en fuite un semblant d'autorité. Si je veux revenir, ils reviendront, puis je les accueillerai, mais j'ai autre chose à faire dans la vie que de m'inquiéter pour des gars comme ça. Mon histoire à moi c'est bien terminé puisque bon, j'ai dû en blesser quelques-uns mais pas trop gravement, donc c'est quand même déjà bien, on n'a pas de garçons handicapés ou morts, c'est très bien. On a échappé au pire parce que les gens auraient pu sortir leurs fusils. On a eu le lendemain un commerçant qui a sorti un fusil à pompe quand ils ont voulu attaquer sa vitrine et qui a tiré en l'air. Heureusement, la police est intervenue tout de suite, mais ça aurait pu très mal finir. Ce dont j'ai peur maintenant, c'est que si ça recommence, ça va finir en bain de sang. Parce que là, les habitants sont un peu traumatisés. J'en connais beaucoup qui sont équipés d'armes à feu et qui n'hésiteront pas à tirer dans le tas. C'est peut-être d'ailleurs, s'il y avait vraiment des organisateurs derrière tout ça, ce qu'ils cherchaient. Créer, je pense, un conflit entre deux populations. J'ai quand même réfléchi plus au fond du problème. Le fond du problème, pour moi, il est assez simple. On a laissé une population complètement acculturée se développer une vie en commun dans des quartiers et des cités, sans les codes, sans la compréhension de ce qu'est un citoyen, de ce qu'est une société, ce que sont les lois, comment tout ça fonctionne. On est resté sur le paradigme français de dire l'éducation relève exclusivement des parents. En tant que Français, je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Mais ce paradigme est un peu excessif parce qu'on ne prend pas en compte le cas où les parents sont défaillants. Quand les parents ne peuvent pas transmettre, ne peuvent pas éduquer, et il y en a. Il y avait une maman dans le reportage dans les spéciales, une maman africaine, qui disait oui, quand il n'y a pas de papa, c'est compliqué d'élever des garçons et d'en imposer une autorité. Quand il y a cette défaillance, on n'a pas de solution en France de secours. On avait autrefois le service national qui recadrait. Des gamins de tout milieu, tout horizon, qui leur apprenaient à se lever le matin, à se laver, à ranger leurs affaires, saluer le drapeau, obéir aux ordres, à fournir un service. On n'a plus ça. L'éducation nationale, ce que j'ai déjà dit sur certains médias, n'est pas là pour ça. Elle est là pour instruire, pas pour éduquer. Les chefs d'entreprise dont je suis ne veulent pas de jeunes non éduqués. S'ils n'ont pas les codes, on les embauche même pas. Et donc, il n'y a pas de séance de rattrapage pour ces gamins. Donc, ils s'enferment dans leur monde avec leurs vêtements, leur style, leur langage, leur code. Mais ça reste des gamins qui ne peuvent pas passer à l'âge adulte. Parce qu'à moins qu'exceptionnellement, il y ait une copine, qu'ils veuillent se ranger, et ils prennent conscience d'un certain nombre de choses, ou la copine leur fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, ça reste des mômes qui ne comprennent pas le concept de la vie en société. Là, je pense qu'on a une vraie lacune parce qu'on ne fournit pas de solution. Et la réponse judiciaire est très inadaptée. L'enfermement en prison, c'est complètement inutile. Enfermer un abruti avec d'autres abrutis, ça ne le rendra pas plus intelligent. Ça n'éduquera pas plus. Peut-être faudrait-il penser à mettre en place justement des camps d'éducation dans un format similaire à ce qu'a pu être le service national, les réalphabétiser, leur faire passer le permis, leur faire comprendre ce que c'est qu'une règle, ce que c'est que la vie à plusieurs, comprendre ce que c'est que partager un espace public entre citoyens. La notion même de citoyen, d'ailleurs, membre d'une cité, membre d'un pays, ça c'est des notions
qui aujourd'hui ne sont pas à l'ordre du jour, mais qui quand même ont permis d'intégrer un paquet de populations. On n'a plus tout ça, et donc ces gamins sont livrés à eux-mêmes. Donc ils développent leur propre culture, leur propre société à côté de la société majoritaire qui travaille, qui respecte les règles, plus ou moins. Les Français ont toujours un peu de mal avec certaines lois, mais bon, globalement, la majorité des citoyens de ce pays respectent globalement les lois et travaillent. Et eux, non, ils comprennent même pas tout ça. Donc j'avais eu une petite interview sur CNews avec une députée Renaissance qui veut faire passer une loi pour sanctionner les parents dont les enfants commettaient des fautes. À ma connaissance, les parents sont déjà dans la loi pénalement responsables des fautes commises par leurs enfants mineurs. Donc, je ne vois pas ce que ça apporte de plus, mais surtout, si les parents n'ont pas les codes, je ne vois pas ce que ça va changer de les sanctionner. Ou réinstaller, ça peut être une idée, une forme de service national, pas forcément militaire, mais en tout cas sous le format militaire ancien. On a, je crois, un certain nombre de quelques milliers de sous-officiers tous les ans qui quittent l'armée assez jeunes, donc on pourrait tout à fait employer à former cette jeunesse pour des services qui pourraient être au service des mairies, des associations, de l'environnement, mais avec un format de vie militaire où ils apprennent la vie en collectivité, le respect des règles, le respect des autres, enfin, les bases de tout citoyen. Si on ne cherche pas à les intégrer, de toute façon, ça ne peut que mal finir. On ne peut pas les expulser, ils sont français. On ne peut pas les tuer, ce serait une faute morale et historique. Donc si on évitait le conflit, il n'y a pas de solution. Il faut les intégrer, il faut en faire des citoyens. Tout le reste, la répression, là... Montargis, le maire, n'arrête pas de réclamer des policiers, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Les policiers, c'est pour ceux qui ne respectent pas les règles, mais si on éduque les gens qui respectent les règles, il n'y a pas besoin de policiers, ou très peu pour les petites infractions mineures. Je vous dis, en 23 ans, je n'ai pas vu une incivilité, et nos policiers suffisent à gérer la ville, c'est pour ça qu'on n'en a pas plus d'ailleurs. Moi j'ai dans mon entreprise des garçons, pour certains issus de l'immigration avec des jeunesses compliquées, qui aujourd'hui réussissent très bien, vivent très bien, gagnent très bien leur vie. Donc c'est tout à fait possible. Donc j'espère qu'il y aura une prise de conscience. Pour l'instant, je ne vois que des mesurettes. On va mettre un peu d'éducateurs sociaux, super, qui vont sûrement leur expliquer que c'est pas leur faute, c'est leurs origines, le quartier, la pauvreté. Oui. Mais non, en fait, des gamins issus de quartiers pauvres, qui n'avaient pas les codes au départ et qui s'en sortent bien par leur travail, je peux leur en présenter plein. Donc non, la première chose à leur dire à ces gamins, c'est à vous le matin en vous levant de décider ce que vous allez faire de votre journée. Je pense que voilà, il faut juste dire les choses, le dire fermement mais sereinement, sans... Il ne s'agit pas de mettre des camps de concentration non plus. Et éduquer, tout simplement éduquer, et les aider à prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent être. Parce qu'en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent être. Ils ont pas... C'est des gamins qui n'ont pas une vision à plus de 24 heures en général.